Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voudrais remercier l'équipe des webinaires du RTMFM pour me donner l'opportunité de présenter donc le projet Bioimage IT que l'on a développé dans l'équipe Serpico. Alors, l'équipe Serpico, c'est une équipe commune entre l'INRIA de Rennes et l'Institut Curie à Paris. Et on est donc une équipe multidisciplinaire, donc avec une partie de l'équipe plutôt spécialisée en biologie microscopie et une partie de l'équipe plutôt spécialisée en mathématiques appliquées. Et on est donc amené à faire pas mal de transferts d'outils d'analyse d'image, donc des maths appliquées vers l'utilisation en biologie, et c'est ça qui s'est amené au projet Bioimage IT pour faciliter et fluidifier un maximum ce transfert. Alors si je reprends le contexte de la gestion et l'analyse de données dans un projet scientifique, donc je reprends un peu le cycle simplifié et classique donc du cycle de vie des données scientifiques. Donc on part d'une question scientifique qu'on va développer en faisant de la bibliographie, en discutant avec les collègues, en faisant des demandes de financement. Et donc déjà dès le départ de l'idée, en fait, on va générer un certain nombre de données, de documents qu'il faudrait idéalement conserver le mieux possible pour avoir la traçabilité du projet. Ensuite, on va commencer à collecter ou à préparer un certain nombre d'échantillons. Donc là encore, il y a un certain nombre de documents qui vont être générés pour pouvoir avoir la traçabilité de toute cette préparation d'échantillons. Ensuite, on va vouloir faire un certain nombre de mesures sur nos échantillons. Donc là, pour nous, principalement, ça concerne donc, la microscopie, mais c'est pas que de la microscopie. Donc on va, dans notre cas, imager les échantillons. Ça va nous donner donc des images qui vont être nos raw data, et puis tout un ensemble de métadonnées qui sont en fait les paramètres d'acquisition qui vont être soit dans les raw data, soit notés dans d'autres documents à côté, mais qu'il va falloir conserver aussi dans le temps. Donc une fois qu'on a nos raw data, on va vouloir les analyser pour extraire l'information nécessaire à répondre à notre question scientifique. Donc là vient cette partie analyse, où quelque part on va générer des données traitées ou des données dérivées grâce à un certain nombre d'algorithmes. Et là, il va falloir aussi avoir toute la traçabilité pour chaque donnée dérivée, de sa provenance, quelle était la donnée brute d'origine et quel était le pipeline qui a été utilisé, les paramètres qui ont été utilisés pour la générer. Et enfin, une fois qu'on a réussi à extraire l'information qui nous a permis de répondre ou pas à d'autres questions scientifiques, on va pouvoir écrire un rapport et si tout se passe bien, faire une publication scientifique et puis recommencer ce cycle un petit peu sans fin. Et donc il y a un mouvement depuis pas mal d'années maintenant pour pouvoir gérer toutes ces informations autour d'une expérimentation scientifique de manière faire, de telle sorte à ce que n'importe quelle expérimentation puisse être reproductible le plus facilement possible. Alors ça demande quand même énormément de travail, énormément d'outils. Et nous, donc dans l'équipe, on s'est concentré uniquement sur la partie analyse d'image. C'est-à-dire, on prend des raw data en entrée et on aimerait avoir une solution qui puisse permettre donc d'analyser toutes ces raw data de manière faire et donc de faciliter complètement l'analyse d'image. Alors pourquoi Bioimage IT? Parce qu'en fait, finalement, souvent on me dit, ben, il y a un écosystème qui est déjà existant, et il y a énormément d'outils d'analyse qui existent. Mais en fait, dans un cas concret, on se rend compte que utiliser beaucoup d'outils différents, ça nous fait énormément de travail en IT, plus qu'en vraiment analyse de données. Donc si je prends un exemple très simple, donc j'ai l'acquisition de mes images. Déjà, dès le départ, pour une même expérimentation, parfois il va y avoir des données qui vont être sur des disques durs, parfois sur une station de travail, idéalement dans une base de données. Donc déjà, dès le départ, le stockage est un petit peu hétérogène. Et ensuite, quand on va vouloir construire une chaîne de traitement, d'analyse de ces données, bah, généralement, on va construire une chaîne de traitement avec 3, 4 blocs d'analyse. Généralement, on va vouloir d'abord faire une restauration des images. Ensuite, on va vouloir faire une segmentation, une extraction en fait de zones dans l'image, de trajectoires sur des dynamiques. Et puis après, on va vouloir mesurer un certain nombre de paramètres sur les informations qu'on a extraites. Et ça, souvent, ben, on est obligé d'utiliser différents logiciels qui sont écrits dans différents langages. Donc ça peut être du C, ça peut être du Python, ça peut être du Java via Imagy. Et puis après, on veut visualiser les résultats. Et là encore, il y a pas mal de logiciels qui existent. Alors c'est beaucoup des logiciels propriétaires, mais il y a aussi pas mal de logiciels open source comme Napari maintenant qui permettent de faire de la bonne visualisation.
Donc tous ces logiciels-là, bah, on est obligé de les chaîner un peu à la main, alors soit avec un script, soit de manière manuelle en cliquant sur des boutons. Et donc à chaque fois, bah, il faut faire attention à bien sauvegarder l'ensemble des paramètres et l'ensemble des résultats intermédiaires qui sont nécessaires à la reproductibilité de la manip. Et donc si on résume, on se rend compte que bah, toute la construction euh, de la chaîne de traitement, de la gestion des données est complètement manuelle et beaucoup de gestion de paramètres est gérée en fait au cas par cas en fonction de l'utilisateur et tout le monde ne pense pas forcément à sauvegarder tous les résultats, tous les paramètres. Et ce qui fait que si on veut reproduire la chaîne de traitement, on veut reproduire une analyse, et ben on n'est pas dans les meilleures conditions et souvent c'est très très dur de le faire. Donc idéalement, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Ben, en fait, ce qu'on aimerait, c'est que tous ces outils-là, en fait, on puisse les packager une fois pour toutes. Donc c'est comme si on les installait tous une fois pour toutes dans une boîte, alors que ce soit les outils de traitement ou les outils de gestion de données. Et une fois qu'ils sont tous préinstallés, pré-packagés, qu'on puisse les mettre derrière une interface unique qui nous permette de faire notre analyse. Donc si je résume ça en un cahier des charges, bah, c'est simplement un cahier des charges qui tient en 4 lignes. Donc la première fonctionnalité, c'est d'avoir une interface unique. Alors quand je dis interface, c'est interface graphique, mais aussi interface de programmation. Surtout ne pas réimplémenter les outils existants. C'est-à-dire qu'on a un écosystème qui est très très riche, il faut l'utiliser et pas passer énormément de temps à réimplémenter et à réinventer la roue. Qu'on ait la possibilité de construire une chaîne de traitement qui soit spécifique à chaque expérimentation à travers cette interface. Et surtout, le plus important, d'avoir une gestion complètement automatique des données et des métadonnées. Et si on arrive à mettre en place donc ce cahier des charges, eh ben, on se donne un maximum de chances de pouvoir répéter une application. Et donc, c'est ce que on s'est donné comme objectif dans l'implémentation du projet Bioimage IT. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de comment est-ce qu'on a implémenté ça. Je vais simplement essayer de donner une vue d'ensemble. Donc, on a découpé ce gros projet en 6 axes. Donc, chaque axe de Bioimage IT, en fait, consiste à faire une intégration d'un outil particulier qui permet de mettre en place l'ensemble de la solution. Donc, le premier axe, c'est la gestion des formats. Donc là, en fait, l'idée est assez simple, c'est-à-dire qu'on récupère en fait toutes les librairies qui existent pour lire, écrire et convertir l'ensemble des formats de données que l'on utilise, et on définit une API commune et une intégration de tous ces outils, de telle sorte à ce que n'importe quelle donnée qu'on a en entrée, on est capable d'extraire l'information qu'elle contient. Ensuite, il y a les outils d'analyse. Donc là, c'est le même principe en fait. Donc on va créer un espèce de registre dans lequel on va lister l'ensemble des outils que l'on a intégrés et chaque outil en fait est représenté par ce qu'on appelle un wrapper. Et le wrapper en fait donc c'est un package, donc c'est une petite ressource dans laquelle on a préinstallé l'ensemble du logiciel prêt à déployer sur n'importe quel ordinateur et un fichier texte qui décrit en fait les entrées-sorties de cet outil. Donc ces wrappers là en fait c'est exactement les mêmes que ceux qui sont utilisés dans le Galaxy Project en bioinformatique et ce qui permet de nous être complètement compatible avec le Galaxy Project. Le troisième axe, donc c'est les runners. Donc maintenant qu'on a un outil, qu'on est capable de l'installer sur à peu près n'importe quel ordinateur, il faut qu'on soit capable d'exécuter une analyse à partir des données en entrée données par l'utilisateur. Donc ça, c'est les composants runner, où là finalement on va encapsuler des techniques déjà existantes pour exécuter du code comme du Docker ou ce genre de choses. Le quatrième axe, donc c'est le data management, qui est sûrement l'axe le plus important. Donc c'est lui qui va faire le lien entre la base de données et les outils d'analyse ou les analyses qu'on vient de lancer. Donc on représente les données sous forme de projet que là on appelle expérimentation. Et dans une expérimentation, on va avoir un ensemble de datasets qui va contenir les données brutes et l'ensemble des données dérivées. Et c'est cet élément-là en fait qui va enregistrer systématiquement toute nouvelle donnée et toute métadonnée proprement dans la base de données. Et encore une fois, on ne réinvente pas la roue, donc toute cette représentation des données est compatible avec Homero, donc on peut soit écrire directement dans une base Homero ou écrire en local sur sa machine.
Le cinquième axe d'intégration, c'est la visualisation. Donc là, en fait, nous, on a choisi donc de développer l'application Bioimage IT en Python avec une interface graphique Qt parce que c'est là qu'on a l'écosystème le plus riche en termes de visualisation. Donc on récupère tout l'ensemble de Matplotlib, par exemple, pour pouvoir dessiner des graphiques, Napari pour la visualisation d'images, et puis tous les outils graphiques de Qt qui permettent de visualiser des tables ou toute autre donnée. Et enfin, le dernier élément, le dernier axe, qui est la partie annotation, c'est-à-dire que n'importe quelle expérimentation, on a besoin d'annoter des données. Alors ne serait-ce que par exemple de faire une région d'intérêt pour ne pas devoir analyser un trop gros volume de données, mais juste analyser ce qui nous intéresse, ou bien de faire des annotations sur des images, par exemple pour construire des bases de données d'apprentissage pour les algorithmes de machine learning, par exemple. Et donc le dernier composant, c'est l'interface ou l'API Bioimage IT qui permet en fait de faire à ce que les six axes, les six autres composants puissent fonctionner ensemble, à coordonner en fait tout ça. Et donc cette représentation de Bioimage IT, en fait, donc c'est ce qui nous donne notre logo du projet. Alors pour rentrer un peu plus en détail de comment est-ce qu'on l'utilise et comment est-ce que ça fonctionne dans des cas concrets, bah, le plus simple c'est de passer par une démo. Alors la première démo, ça va être simplement l'installation en fait du logiciel en local, c'est-à-dire qu'on fournit aujourd'hui une version qui fonctionne complètement en local sur un ordinateur, donc ça installe tous les paquets qu'il faut et tout fonctionne en local. On va donc sur le site web de Bioimage IT et dans l'onglet Install, en fait, on peut récupérer donc l'exécutable d'installation pour différents systèmes, donc soit pour les systèmes commerciaux donc, de Microsoft et de Apple ou pour les systèmes open source. Donc une fois que vous avez téléchargé l'exécutable d'installation, vous pouvez donc le lancer. Donc, il y a peut-être l'antivirus qui va demander si on fait confiance ou pas au logiciel. Et donc en plus, on peut ensuite laisser tourner donc l'installation. Donc généralement, ça prend 3-4 minutes, le temps que ça installe l'ensemble des paquets nécessaires. C'est-à-dire qu'en fait, Bioimage IT intègre, Imagy intègre dans cette version Conda de manière à avoir tout l'écosystème Python qui soit préinstallé. Et une fois que l'installation est terminée, donc vous avez donc l'icône sur le bureau et dans le menu démarrer et vous pouvez directement démarrer l'application. Donc la deuxième démonstration, c'est de comment gérer euh, les données d'une expérimentation. Donc pour créer une nouvelle expérimentation, donc on clique sur le bouton New Experimentation et donc on lui donne un nom et donc par défaut donc il y a un workspace et un nom d'utilisateur qui sont pré-remplis et qui correspondent en fait à la machine sur laquelle est installé Bioimage IT. Donc on a notre expérimentation qui est vide et on va importer donc des nouvelles données. Donc là, dans cet exemple, on va importer plusieurs données à la fois, c'est-à-dire qu'on va donner un répertoire et importer l'intégralité de ce que contient le répertoire. Donc là, la base de données qui est utilisée, c'est simplement un petit répertoire dans lequel on a des images synthétiques qui sont celles qui sont utilisées dans les tutoriels qui sont accessibles sur le site web de Bioimage IT. Donc on a un ensemble d'une quarantaine d'images avec deux populations, population 1, population 2, et l'ensemble des images sont numérotées. Donc là, on va importer l'ensemble des images. On leur dit qu'on a un format image TIFF et on va ensuite pouvoir importer l'intégralité donc, du répertoire. Donc une fois que les données sont importées, donc on a donc le tableau avec l'ensemble des images, le nom des images et un ensemble de métadonnées qui ont déjà été extraits des images. Donc s'il y a davantage de métadonnées, ces métadonnées en fait elles sont derrière le bouton metadata dans lequel en fait un certain nombre d'informations a pu être extrait euh, de l'image. Là maintenant on va extraire les mots-clés qui sont présents dans le nom de l'image. Donc le premier mot-clé, c'est le nom de la population. Donc la clé, c'est population. Et on va rechercher en fait deux valeurs, donc population 1 et population 2, qui sont présents donc dans le nom du fichier.
Et donc quand on va lancer ce filtre, ça crée automatiquement une nouvelle colonne, donc un nouvel ensemble de clés-valeurs qui nous permettent d'indexer donc des nouvelles métadonnées pour indexer donc nos données. Donc on va refaire la même chose maintenant parce que chaque nom de fichier contient un numéro qui est positionné après le underscore. Donc on dit que notre clé donc c'est l'identifiant de notre image, le séparateur c'est l'underscore et on veut prendre la valeur qui est juste après le premier underscore. Donc automatiquement ça va nous permettre d'extraire l'intégralité euh, des numéros des images. Donc ça, c'est très important en fait au départ de faire ça parce que c'est grâce à toutes ces métadonnées sur les images qui va nous permettre après de faire des boucles automatiques pour pouvoir analyser un maximum les données sans écrire de script. Et si les métadonnées, bien sûr, ne sont pas dans les fichiers, dans les noms des fichiers, on peut ajouter automatiquement donc une nouvelle colonne. Donc là, on a rajouté pour le test la colonne manual. Et donc, on va pouvoir ensuite, pour chaque image, éditer et mettre une valeur à cette clé manuelle. Donc là, notre dataset, il est prêt. On va pouvoir lancer en fait un certain nombre d'outils d'analyse de manière automatique sur l'ensemble du dataset. Alors la deuxième démo, c'est plus la partie analyse d'une expérimentation. Alors là, euh, ça peut être très très long de faire une analyse. Donc on va juste montrer comment lancer un outil sur un dataset. Donc en fait là, on part d'un nouveau dataset donc de test dans lequel on a mis une seule image. Donc cette image, c'est un stack 3D d'une image classique de fluorescence au spinning disk qu'on va vouloir débruiter. Donc on ait une ou 100 ou un millier d'images, peu importe, en fait c'est exactement la même procédure. Donc on va aller rechercher donc, dans nos boîtes à outils l'outil qu'on va vouloir lancer. Donc dans notre cas, on sait qu'on voulait faire du débruitage avec ND Saphir 3D. Donc on sélectionne donc, le dataset sur lequel on veut travailler. Donc automatiquement, il reconnaît que les données sont dans le dataset data. Et ensuite, on va choisir les différents paramètres de notre algorithme. Donc la description des paramètres, elle peut être soit sur les petits points d'interrogation, soit dans la description de la toolbox. Et ensuite, on peut lancer donc l'outil qui va exécuter le débruitage sur l'intégralité des images qui sont présentes dans la boîte à outils. Et si on voudrait traiter uniquement des images qui auraient un tag particulier, on pourrait mettre un filtre et de dire de traiter uniquement certaines images. Donc si maintenant on retourne dans notre expérimentation, donc on voit dans notre dataset original notre donnée brute qu'on peut visualiser directement donc, dans Appareil. Et si on va donc dans le dataset des données traitées, on retrouve donc l'image correspondante avec le résultat du débruitage. Donc l'intérêt de lancer comme ça un traitement sur l'intégralité d'un dataset, on a vu pendant la démo qu'on n'a jamais en fait demandé de répertoire de sortie quoi que ce soit, tout a été sauvegardé automatiquement avec toutes les métadonnées par l'application. Alors tout ce qu'on fait à travers l'interface graphique, bien sûr, on peut le faire à travers l'API Python. Et là, donc l'intérêt, c'est que dès qu'on va commencer à avoir des tâches très répétitives, typiquement si on veut importer plusieurs dizaines de répertoires de données, eh ben, on peut faire des scripts d'import automatiques. Donc si on retourne sur le site web de Bioimage IT, on peut trouver donc, dans l'onglet tutoriel un certain nombre de tutoriaux, donc soit sur l'interface graphique, donc ça correspond aux vidéos qu'on vient de voir, ou bien en fait aller sur les tutoriels, donc la partie programmation en Python. Et donc en fait l'ensemble de ces tutoriels, euh, ce sont des Jupyter Notebook dans lesquels il y a donc les différentes commandes Python de l'API avec toute la documentation qui est détaillée. Et donc par exemple si on veut importer dans Bioimage IT un certain nombre de fichiers, il suffit simplement en fait de créer une expérimentation avec les métadonnées qui décrivent l'expérimentation, et puis d'appeler donc la fonction import data qui est juste ici.
Donc, au niveau des perspectives aujourd'hui sur ce projet, en fait, elles sont multiples et nombreuses. Donc, d'abord, en termes de dissémination, donc on a une publication qui est en cours de révision dans un journal. On a obtenu un financement récemment, donc on a pu recruter un ingénieur sur 18 mois, dont la principale mission, ça va être de déployer donc BioImage IT sur plusieurs plateformes dans le périmètre de France Bioimaging, et puis essayer de communiquer un maximum, donc notamment via le site web, de manière à pouvoir mettre des tutoriels et des informations nécessaires à la prise en main de l'outil et à la contribution à l'outil. En termes de développement, bah, c'est un petit peu sans fin, mais on a quand même identifié deux axes principaux de développement. Donc, d'abord, de faire un cas d'étude de déploiement sur une architecture de calcul, et puis de développer dans l'interface graphique, donc ce qu'on appelle un pipeline designer. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait via l'API Python, de pouvoir le faire sous forme de clic-bouton pour automatiser un certain nombre de tâches. Et enfin, donc l'intégration. Donc l'idée, c'est de continuer à intégrer les outils existants, donc que ce soit des outils qui soient des bases de données ou bien des outils d'analyse de données. Alors ce projet a été financé en grande partie par France Bioimaging, et puis certains projets de transfert que j'ai pu faire à l'INRIA qui m'ont laissé suffisamment de temps libre pour pouvoir développer BioImage IT. Je remercie l'ensemble des membres de l'équipe qui ont participé au projet et qui ont passé pas mal de temps à tester le logiciel et à l'améliorer. Et puis aussi collaborateurs extérieurs à l'équipe, donc notamment Nicolas Carpi, à l'Institut Curie, qui a développé le iLab FTW, avec qui on a commencé à réfléchir à l'intégration des cahiers de laboratoire avec BioImage IT. Et Alexandre Fargeau, donc à la DSI de l'Institut Curie, avec qui on va déployer et tester le déploiement de BioImage IT sur des infrastructures de calcul. Voilà, je vous remercie.